Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire que nous organisons dans le cadre de la RE 2020 et de vous montrer quelles sont les solutions acier bas carbone que ArcelorMittal peut vous proposer. Alors aujourd'hui, nous aurons deux intervenants, Patrick Lepens, qui appartient à l'unité ArcelorMittal Plat Product, donc Europe, et Francis Kélédjan, qui appartient à l'entité Stelligence. Donc ils vous parleront l'un après l'autre de différentes parties de cette présentation. Alors, en termes d'organisation, nous aurons une session questions-réponses qui se tiendra à la fin du webinaire. Donc, vous pouvez, via la barre de navigation de Zoom, poser vos questions. Donc, vous devez voir apparaître soit en bas, soit en haut de votre écran, un petit bouton Q&A qui vous permet de nous envoyer les questions. Et je reprendrai vos questions à la fin à chacun des interlocuteurs qui sont présents. Donc, je passe la parole maintenant à Patrick et bon webinaire. Merci Pascal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous à ce rendez-vous pour évoquer avec vous, d'une part, dans la première partie de cet exposé, le plan de décarbonation d'ArcelorMittal en matière d'acier, les impacts sur les produits de construction, donc les composants pour la construction. Puis, Francis vous parlera de l'impact au niveau des bâtiments, différents types de bâtiments, avec les solutions de réduction à l'échelle du bâtiment de l'empreinte carbone en phase avec la RE 2020. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est un objectif absolument majeur, donc un dirais stratégique pour ArcelorMittal, que d'aller vers la décarbonation de nos procédés, de sorte que nous souhaitons utiliser moins d'énergie fossile et en particulier moins de carbone et de charbon, de façon à long terme assurer, je dirais, la pérennité de notre industrie, sachant que dans le futur, l'utilisation de l'acier sera tout aussi indispensable dans tous les domaines qu'elle est aujourd'hui. Alors pour cela, ArcelorMittal a établi un plan de décarbonation voilà. Un plan de décarbonation avec des objectifs extrêmement ambitieux qui peuvent paraître être des objectifs de long terme, mais vous allez voir que l'objectif 2030 est déjà quelque chose dans lequel nous sommes, en particulier au niveau européen. Vous voyez, moins 35% d'émissions de CO2 en Europe en 2030. Donc, nous sommes déjà fortement impliqués dans cet objectif et dans la mise en place des investissements et des technologies sur lesquels je vais revenir. Et enfin, un horizon 2050 pour l'ensemble du groupe ArcelorMittal mondialement, qui est d'être au niveau dit zéro émission nette. Donc, de sorte qu'avec ce plan ambitieux, nous serons et nous sommes en phase avec les objectifs des différentes organisations, en particulier le SBTI, qui ont pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré à long terme. Et donc, cet objectif 2050 est complètement en phase, finalement, avec les conclusions du GIEC et des différentes négociations internationales. Nous connaissons tous les différentes conférences de la COP telles qu'elles se déroulent périodiquement. Alors, si je regarde en termes de plan mondial, excusez-moi, j'ai un petit souci qui est la réactivité. Voilà. Nous avons pour, je dirais, mettre en valeur l'ensemble de ces initiatives de décarbonation, créé une marque qui s'appelle X-Carb, que vous voyez à l'écran,
et qui rassemble en fait l'ensemble des initiatives européennes et mondiales d'ArcelorMittal en faveur de la décarbonation de nos solutions acier. Dans X-Carb, vous verrez dans quelques minutes, il y a des développements de produits. Il y a aussi des initiatives autour de ce qu'on appelle les certificats, je n'y reviendrai pas. Et il y a également un fonds d'innovation important pour aider dans le domaine de la décarbonation et dans le domaine des nouvelles technologies, des startups, des nouvelles sociétés à innover de façon à faire évoluer les technologies, les processus qui vont avec la fabrication de nos aciers. Alors, si je regarde, voilà, si je regarde le plan de décarbonation mondial, donc cette fois-ci, hein, avec un objectif 2030 qui 35% en Europe, 25% au niveau mondial. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de ce que vous voyez sur le tableau, mais vous constatez que c'est un mixte entre des nouvelles technologies, transformation des procédés de fabrication de l'acier, transformation de l'énergie utilisée, augmentation de l'utilisation de ferraille dans le processus de fabrication, au niveau de l'énergie également, approvisionnement en électricité dite propre, ce qu'on appelle généralement l'électricité verte, et puis au final, en fin de processus, quand nous aurons atteint environ 90% de réduction, eh bien, il restera à éliminer le carbone restant, soit sous forme de capture et de transformation, soit sous forme de captage et de stockage à la marge. Déjà, un certain nombre d'initiatives ont été prises en ce sens. Par exemple, dans notre usine de Gand, nous avons aujourd'hui une installation qui permet de transformer le carbone capturé à la sortie des hauts fourneaux en bioéthanol, donc en carburant bio, de façon effectivement à réduire à zéro, à éliminer les dernières émissions de CO2. Pour aller plus loin, voilà. Pour aller plus loin dans les explications, permettez-moi de consacrer quelques minutes à décrire les différentes filières de fabrication de l'acier et leur impact carbone. Alors, la plus connue, je dirais le processus de fabrication historique presque emblématique, c'est celui à base de hauts fourneaux, dans lequel nous utilisons du charbon, du minerai de fer. Et donc, le processus de fabrication, qui est un processus de fabrication de la fonte, est un processus qui consomme énormément de charbon et qui va émettre un niveau de CO2 à la tonne qui est relativement élevé. Vous voyez les chiffres ici, entre 2,2 et 2,8 tonnes de CO2 par tonne de fonte. Donc, c'est important. Et c'est évidemment sur ce procédé que va porter l'effort principal de réduction et de changement de technologie. Le deuxième procédé qui va se développer très, très largement dans les années et les décennies qui viennent, c'est ce qu'on appelle le DRI. Alors, c'est un acronyme anglais pour Direct Reduction Iron, et c'est la réduction directe du minerai de fer par l'injection soit de gaz naturel, soit à terme d'hydrogène vert, de façon à obtenir un acier de base, je dirais, ce que nous appelons des éponges de fer, qui vont permettre de fabriquer les grappes d'acier ensuite. Aujourd'hui, ce mode de production existe dans le monde. D'ailleurs, il existe même en Amérique du Nord chez ArcelorMittal. Et vous voyez que son niveau d'émission de CO2 est déjà, grosso modo, 50% inférieur à ce que l'on obtient avec un haut fourneau et bien plus si l'on remplace le gaz naturel par de l'hydrogène. Et puis enfin, la deuxième filière qui est également
active d'ores et déjà, et entre autres en Europe, pas seulement, c'est l'utilisation du four électrique avec comme matière première la ferraille, donc finalement un produit qui est collecté et récupéré lors des différents stades de fabrication de produits manufacturés ou en fin de vie. Ça peut être la fin de vie d'un bâtiment, ça peut être la fin de vie d'une automobile, et où on va utiliser l'énergie électrique pour retransformer cette ferraille en acier. Et vous voyez avec un niveau de CO2 à la tonne qui aujourd'hui est entre 0,6 et 0,8 tonnes de CO2 par tonne d'acier. Et évidemment, on peut aller plus loin dans la réduction des émissions de CO2 si on utilise de l'électricité verte. Voilà les différentes technologies. Et donc, clairement, l'objectif, ça va être de passer d'une technologie à une autre. Et je parlais tout à l'heure des objectifs européens, moins 35%. Vous voyez que ce vers quoi nous allons à partir de 2025-2026, c'est-à-dire dès demain finalement, c'est le fait d'arrêter différents hauts fourneaux dans différents sites industriels. Alors si on parle de la France, ce sera Fos-sur-Mer et Dunkerque, de remplacer tout ou partie de ces hauts fourneaux par des installations de réduction directe, donc le DRI, de les alimenter avec le gaz naturel, et on obtient moins 65% de CO2 en sortie de processus. Et donc, c'est la technologie, je dirais, aujourd'hui choisie pour réduire dans un premier temps nos émissions de CO2 de façon tout à fait considérable. Et puis, dans un deuxième temps, et ce sera basé sur ce qu'on appelle l'hydrogène vert, donc l'hydrogène produit à partir d'électricité renouvelable, décarbonée, eh bien, on obtient moins 90% de CO2, donc à un horizon un petit peu plus lointain. Probablement en 2030, on aura déjà quelques approvisionnements d'hydrogène vert, mais c'est un point d'interrogation à plus large échelle. Et puis enfin, comme je l'ai évoqué, pour obtenir un acier totalement neutre en carbone, eh bien, on ira vers la capture et le stockage ou la capture et l'utilisation. Voilà le plan. Il est extrêmement ambitieux. J'ajouterais qu'il est extrêmement coûteux, mais il va nous conduire effectivement à un changement majeur dans la technologie de production des aciers. Alors pour ce faire, j'ai parlé d'X-Carb comme étant la marque ombrelle sous laquelle nous avons positionné l'ensemble de nos initiatives et donc l'ensemble des développements produits. Cette marque a été lancée en 2020 avec ce que l'on a appelé l'approche Green Steel Certificate, donc, qui est basée sur les économies d'émissions de carbone au niveau de la filière haut fourneau, donc telle qu'elle existe aujourd'hui. Et c'est un principe de certificat tel que vous l'avez également dans les certificats d'énergie, par exemple, énergie renouvelable pour l'électricité. Depuis 2021, nous avons lancé une gamme d'aciers, ce qu'on appelle X-Carb RRP, Recycle and Renewably Produced, qui sont basés sur nos aciéries électriques, sur le fait d'utiliser un très fort taux de ferraille entre 75% et 100% suivant le procédé, en utilisant 100% d'énergie renouvelable. Et donc, nous obtenons directement un acier bas carbone, voire très bas carbone. Je vais y revenir dans quelques secondes. Et donc, cette gamme de produits qui a démarré avec les produits longs est en train de s'étendre aux produits plats, donc aux produits de type tôle, de différentes manières, de façon à ouvrir d'ores et déjà au marché et à nos clients une offre de produits à faible empreinte carbone, et je vais vous montrer à quoi nous arrivons. Et puis évidemment, à partir de la mise en place des installations nouvelles, donc de ces changements de technologie, eh bien, nous aurons également une offre plus large avec des investissements massifs, donc beaucoup plus de volume et la possibilité d'aller vers une gamme aussi plus large de produits pour nos aciers, et en particulier nos aciers peints.
Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, nous produisons tant des aciers plats que des aciers produits longs. Donc, les deux étant utilisables dans le domaine de la construction, je vais y venir dans quelques secondes, à base de ferraille, donc entre 75 et 100% d'acier recyclé, combiné avec de l'électricité verte. Alors, on pourrait se dire, ben, voilà, vous avez trouvé la solution, vous n'avez qu'à étendre ces processus, à l'ensemble de vos fabrications. Alors, il y a deux écueils, tout simples. Le premier, c'est que nous savons que la quantité de ferraille disponible, tant au niveau mondial qu'au niveau européen, est et restera insuffisante, puisque en fait, la ferraille est un produit collecté, donc encore une fois, soit issu de l'industrie, soit issu de la fin de vie d'équipements et de bâtiments. Et donc, il n'y a pas suffisamment de ferraille pour produire tous les aciers. Et deuxièmement, aujourd'hui, nous savons que la technologie ne nous permet pas de produire toutes les qualités d'acier dans certains domaines, par exemple l'automobile, par exemple le packaging, quelques aciers aussi pour la construction. Et donc, nous devons aller effectivement continuer avec les installations de réduction directe à fournir ces qualités d'acier et quelques autres qui ne sont pas faisables sous forme de ferraille, et ce sur quoi nous avons aujourd'hui des gros programmes d'innovation et de développement. Alors, pour aller plus loin, donc ces aciers, j'y reviens en 30 secondes, ils existent, je vais aller dans le détail, ils font l'objet d'un processus de certification, donc les achats d'électricité renouvelable sont audités, donc ils ont un certificat de garantie d'origine. Nos aciers, évidemment, sont tracés, et si vous achetez aujourd'hui des aciers X-Carb de source recyclés et renouvelables, donc RRP en résumé, eh bien, vous aurez le certificat d'usine habituel avec en plus la mention X-Carb et le fait que vous pouvez avoir un certificat qui vous confirme que vous êtes bien dans cette filière d'acier à très faible empreinte carbone. Nous avons également travaillé sur les différentes gammes de produits à la réalisation de ce qu'on appelle les EPD. EPD, donc ce sont les documents européens Environmental Product Declaration, qui sont conformes à la norme européenne EN 15804, donc, pour les déclarations d'impact environnementaux des produits de construction. Et nous avons produit un certain nombre d'EPD européennes selon donc, les processus de fabrication X-Carb, de sources recyclées et renouvelables, de façon à offrir au marché ces solutions avec des vérifications par tierce partie, etc. Vous avez ici un résumé vraiment succinct du contenu de ces EPD avec le facteur de réduction que l'on obtient entre l'acier classique, donc je dirais aujourd'hui sans performance environnementale particulière, et puis les aciers dits X-Carb RRP. Vous voyez qu'on est dans un facteur de réduction entre 2,5 pour les produits longs qui étaient déjà en filière électrique à la base, et puis un facteur qui tourne entre 2,6 pour les aciers prélaqués de construction et 4 pour les tôles laminées à chaud. Donc, par exemple, des tôles qui peuvent servir de cassettes en acier autopatinable ou de tôles pour profil reconstitué de structure. Donc, on est sur une réduction très forte puisqu'on partait d'une filière au fourneau et qu'on l'a transformée en filière aciérie électrique. Donc, ces EPD aujourd'hui sont publiées, elles sont disponibles. Et donc, l'étape aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. L'étape aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. Pardon, voilà. Excusez-moi, j'ai sauté une étape. Je suis désolé, il est un peu lent à réagir. Voilà. Pour chaque EPD, donc celle que je viens de décrire,
nous couvrons l'ensemble du cycle de vie du produit sidérurgique. Donc, évidemment, les modules de production, donc ce qu'on appelle les modules A1, A3, l'approche modulaire des normes européennes, mais vous avez la même chose au niveau français avec les FDES. La fin de vie du bâtiment, les modules C3, C4, et puis ce qu'on appelle le module D, donc ce qui se passe en matière de recyclage après la fin de vie du bâtiment. Et donc, toutes nos EPD couvrent cette comment dirais-je, analyse de cycle de vie complète du berceau au recyclage en fin de vie. Qu'est-ce que ça donne si je transforme ces EPD en composants pour le bâtiment? Quel bénéfice puis-je obtenir en tant que concepteur ou en tant que transformateur si j'utilise ces aciers X-Carb dits RRP pour la fabrication de mes composants de bâtiment? Et bien, vous avez les chiffres sous les yeux qui s'échelonnent entre moins 60% d'empreinte carbone CO2 par mètre carré si l'on parle d'un profil collaborant, de plancher collaborant, ou si l'on parle d'un simple support d'étanchéité de toiture ou équivalent d'une simple tôle de bardage. C'est un peu plus si l'on va vers des profilés formés à froid, par exemple de type panne ou rail ou ossature secondaire de bâtiments. Et puis, les poutres et les poteaux fabriqués à partir de poutrelles X-Carb, on est également à moins 60%. Et dans d'autres composants, j'ai mis les panneaux sandwich isolants de toiture et de façade ou une porte de garage qui est aussi en fait largement constituée de panneaux isolants. On est plutôt aux alentours de moins 35, moins 36%, puisque en fait, il y a l'influence de la mousse isolante qui vient impacter, je dirais, l'empreinte carbone. Alors, juste une annotation, cette évaluation a été faite à ISO performance et à ISO grade d'acier, et dans un certain nombre de cas, par exemple les poutrelles, par exemple les bacs collaborants, mais par exemple les ossatures secondaires également, il est possible d'utiliser des aciers à haute résistance, donc d'obtenir également un gain de poids au mètre carré qui va permettre d'aller plus loin dans l'économie de CO2 au mètre carré de bâtiment. Et c'est ce qui va être développé dans quelques secondes. Alors, nous avons entamé le travail de transformation de ces EPD européennes, donc dédiées à la gamme X-Carb, en FDES pour répondre aux sollicitations du marché français. La première d'entre elles, c'est celle qui a été éditée en septembre 2022, donc vous voyez, il y a quelques mois, qui concerne les produits de structure, donc à base de produits longs, poutres, poteaux, poutres de membranes de treillis, etc., etc. Et donc, dorénavant, puisque pour la partie produits plats, nous avons reçu nos EPD X-Carb en fin d'année, eh bien, notre travail maintenant, et que nous avons démarré en début d'année, c'est de faire la même chose, c'est-à-dire de transformer nos EPD X-Carb en FDES, alors avec un degré de complexité un petit peu supplémentaire. Vous savez probablement que les FDES concernent les composants de la construction et non pas les matières premières. Et donc, nous allons devoir travailler avec un certain nombre de nos clients. Donc, nous avons entamé un certain nombre de discussions d'ores et déjà de façon à avoir une collaboration avec nos clients de produits plats pour éditer ces FDES et répondre à la fois pour le bardage, la couverture, les faux plafonds, les portes, etc., aux sollicitations et à la réglementation française. Je vais dorénavant passer la parole à Francis, donc, qui va vous donner maintenant un aperçu des impacts au niveau des bâtiments
de ces différentes solutions et des options possibles. Merci beaucoup. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. La réglementation évolue. L'urgence climatique s'impose en France, évidemment, et elle nécessite des évolutions dans la construction. Ce que nous allons voir. Francis, par simplification, c'est Pascal. Je vais cliquer pour toi. Je vois que la prise en main ne se fait pas, donc je vais cliquer. Tu me demanderas de passer les slides, d'accord? Très bien. Voilà, donc ces évolutions, en fait, elles se sont traduites en France par une évolution et une modification de la réglementation et des réglementations thermiques initiées après le premier choc pétrolier de 1973. On est arrivé, après de nombreuses améliorations des isolations et des performances thermiques des bâtiments, à de nouvelles exigences du législateur français pour prendre en compte le poids carbone des composants et constituants du bâtiment. Et ces évolutions initiées en 2012-13 se sont concrétisées par une nouvelle réglementation qui s'appelle la réglementation RE 2020, réglementation environnementale de 2020, qui est entrée en application début 2022 pour un certain nombre de bâtiments résidentiels essentiellement. À partir du 1er juillet 2022, pour les bâtiments de bureaux, lycées, collèges, et qui va concerner au fil des années d'autres typologies de bâtiments. Mais le calendrier n'en est pas encore bien connu. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est que cette réglementation fixe des paliers. Ces paliers sont programmés pour évoluer et être réduits dans le temps. Et donc, on a une réglementation à objectifs pour des objectifs 2025 qui vont être révisés 2028, 2030. Et on a déjà une vision aujourd'hui de l'évolution au sein de cette réglementation des exigences réglementaires pour la construction des bâtiments. Alors, on va aller à la slide suivante. Alors, cette RE 2020, elle a une particularité, c'est qu'elle fait une différenciation entre deux types de carbone, ou de bilan carbone. Alors, il y a un bilan carbone qui correspond à la consommation du bâtiment pendant sa durée de vie. Alors, sa durée de vie, elle est considérée en général sur 50 ans. Cette durée peut être modulée ou changée suivant les typologies d'ouvrages. Donc, pour des bâtiments de bureaux ou résidentiels, on considère une durée de vie de 50 ans. Et donc, le bilan carbone de fonctionnement du bâtiment, il est repris dans un module qui est le module B, et il va être pesé, considéré. Alors, il faut savoir que ce carbone opérationnel, on a finalement peu d'action dessus. C'est plutôt le choix du chauffage, la détermination de l'isolation du bâtiment ou son fonctionnement qui vont être déterminants dans cette valeur de carbone opérationnel. Néanmoins, dans la mesure où on a possibilité d'améliorer l'isolation du bâtiment, notamment avec des panneaux sandwich et des épaisseurs variables, on a une petite pondération possible avec nos produits sur ce carbone. La principale levier de décarbonation qu'amènera l'acier, c'est sur le carbone incorporé, donc qui couvre les émissions des matériaux, de la construction du bâtiment lui-même et de la déconstruction et du recyclage en fin de vie. Donc, on va passer à la slide suivante.
Voilà. Donc, comme l'avait évoqué Patrick, le cycle de vie du bâtiment, il est décomposé en différentes phases: fabrication des produits, construction, utilisation du bâtiment pendant les 50 ans, mettons, la déconstruction, puis la fin de vie. Alors, la particularité de la réglementation française, au contraire de la réglementation européenne qui ne travaillait pas sur la partie fonctionnelle et utilisation du bâtiment, donc ne regardait pas le module B et ne traitait pas ou peu de la phase construction et avec le transport et le processus d'installation des matériaux dans le cadre de la construction du bâtiment. Donc la réglementation française, elle, va s'intéresser également à ces deux phases du cycle de vie et va donc exiger l'établissement d'un document spécifique à la France qu'on appelle une fiche de déclaration environnementale et sanitaire. On va aller à la slide suivante. Voilà. Alors, nous, comme l'a expliqué Patrick, nous sommes en train de rédiger et d'établir des fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour les différentes gammes de nos produits. Nous avons d'ores et déjà une FDES publiée en septembre pour les produits de structure, poteaux-poutres, essentiellement des poutrelles en I et en H. Et pour justifier du bilan carbone d'un bâtiment, pour étudier son impact environnemental, les bureaux d'études compétents vont devoir s'appuyer en fait sur deux documents. Bien sûr, la fiche de déclaration environnementale et sanitaire, dont ils ne pourront justifier l'usage que en s'appuyant sur un document qui est le certificat matière qu'avait évoqué Patrick. Et donc, ce certificat matière, c'est la carte d'identité en fait du produit sidérurgique qui a été acheté par le constructeur. Et donc, si la fiche en question porte la mention X-Carb, on pourra justifier du rattachement aux valeurs de la fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Et pour les poutrelles, prenons cet exemple-là, le cycle de vie considéré pour la poutrelle amène à une valeur de 491 kg de CO2 par tonne d'acier pour la pièce mise en œuvre. On est donc, encore une fois, sur des valeurs extrêmement faibles. Je vous rappelle que l'acier de haut fourneau, il était couramment considéré avec des valeurs de 2200 à 2800 kg de CO2 par tonne d'acier. Allons-y. Alors, je fais partie d'une équipe qui est l'équipe de Stelligence et qui est en fait chargée de faire la promotion des produits innovants dans le bâtiment pour le groupe au niveau européen. Je suis pour ma part compétent sur le territoire français et nous avons chez Stelligence une approche holistique du bâtiment pour non pas simplement considérer le bilan ou le bénéfice d'un produit, mais avoir une approche beaucoup plus élargie en considérant l'optimisation des produits, mais également des solutions constructives ou bien des organisations du bâtiment, notamment dans le cadre de la réduction des hauteurs d'étage ou bien de la suppression des poteaux à l'intérieur d'un bâtiment. Progressons. Alors, l'optimisation des bilans carbone des bâtiments, elle peut se faire avec différentes voies. Alors, une des voies, c'est bien sûr de prendre en compte des matériaux les moins émissifs en CO2 lors de leur fabrication. Donc, si on considère un acier X-Carb
de poutrelles notamment. Eh bien, aujourd'hui, si on prend les valeurs moyennes du bilan CO2 de production d'un acier dans le monde, on est sur des valeurs de 2200 kg de CO2 par tonne d'acier. Donc, utiliser un acier X-Carb qui est avec des valeurs de 400 kg CO2 par tonne d'acier produit, et ben en fait, c'est générer des économies de 80% ou jusqu'à 86% de CO2 par rapport à ces valeurs moyennes. Et si même on considérait simplement les bilans carbone des aciers produits en Europe centrale, tout simplement, l'utilisation d'un acier X-Carb met en avant déjà une réduction de 70% du bilan CO2. Alors, cette optimisation du bilan CO2, on peut la combiner avec une autre qu'on va voir juste après. Et il est en fait possible de mieux choisir le matériau indépendamment de son processus de fabrication. Donc, dans un processus de fabrication optimisé X-Carb, avec une filière recyclage, il est aussi possible de choisir un acier plus performant, avec des meilleures résistances mécaniques ou des meilleurs comportements. Et donc, sur des bâtiments de tours ou de grande hauteur ou des éléments extrêmement chargés, eh bien, en fait, en substituant à un acier de base un acier de meilleure, très bonne qualité, donc du S460 au lieu d'un S235, je parle un petit peu aux spécialistes là, eh bien, en fait, on va pouvoir réduire simplement le poids de la pièce de manière très importante. On va diviser par 2 le poids de l'élément de structure. Et donc, par-delà, si on combine cette réduction, cette division par 2 du poids de métal et qu'on combine ça également avec une production décarbonée, eh ben, on va amener des gains de 90% du bilan CO2 du poteau constitutif de la tour ou du bâtiment. Encore une autre optimisation possible, on peut aussi travailler mieux le matériau. Et donc, comme on le voit ici, en réalisant des découpes particulières d'une poutrelle pleine, eh bien, en fait, fabriquer des éléments permettant le passage de réseau, donc ce qu'on appelle des poutres alvéolaires, mais au lieu de prendre une poutrelle pleine, de faire des trous de diamètre 30 ou 40 cm dans cette poutrelle et d'avoir un taux de chute de 25 ou 30%, eh bien en fait, on fait une fabrication par une découpe indentée qui libère 2 demi-pièces. Ces 2 demi-pièces, on les ressoude entre elles et on fabrique sans presque aucune perte de matière la poutrelle percée de trous. Alors, Stelligent, ce que vous allez voir ici, nous avons au niveau européen entrepris de nombreuses études et notamment réalisé des analyses de bilan carbone pour des bâtiments types. Et je vais vous partager quelques résultats de quelques typologies de bâtiments. Donc, sur du bâtiment industriel ou commercial, nous avons en fait réalisé des comparatifs entre bâtiments en structure béton armé, structure bois ou acier. On a des valeurs qui sont relativement proches, il faut le dire, sur ces typologies de bâtiments en utilisant un acier de base. Par contre, en utilisant des aciers X-Carb, que ce soit en profil ou bien en utilisant des tôles X-Carb, on met en avant en fait des gains significatifs du bilan CO2 et donc qui renforcent la pertinence et l'intérêt de ces produits dans cette typologie de bâtiment. On a une autre typologie qui a été étudiée, donc c'était là des bâtiments simples rez-de-chaussée.
Là, on a fait un comparatif également entre un bâtiment béton, un bâtiment acier. Alors, encore une fois, avec un acier de base, on a des bâtiments un petit peu plus légers, on a des gains, mais le gain majeur et l'intérêt primordial apparaît d'avoir un acier de haute nuance et haute qualité, associé à une réduction du bilan CO2 du matériau, donc le choix de l'acier X-Carb. Et là, on va enregistrer des gains sur le bilan carbone du bâtiment qui vont être très importants, de l'ordre de 70%. Alors, la dernière typologie d'ouvrage que je partage avec vous brièvement dans ce webinaire, mais encore une fois, on est tout à fait enclin à aller travailler plus en détail sur votre projet à vous et mener des comparaisons ou des comparatifs avec vous. Donc, c'est les bâtiments de bureaux. Alors, une chose que je n'ai pas explicitée, mais qui est très importante à retenir, c'est que la réglementation française spécifie le bilan CO2 d'un bâtiment en ramenant ce bilan CO2 au mètre carré de plancher construit. C'est un point à bien retenir, puisqu'en fait, les évaluations et les poids de carbone qu'on réalise sur les bâtiments seront très différenciés suivant qu'on va considérer un bâtiment avec plusieurs étages ou un bâtiment de simple rez-de-chaussée. Donc, on n'aura finalement pas des poids relatifs identiques quand on va travailler sur un bâtiment de bureau ou sur, à l'extrême, un bâtiment logistique. Alors, sur un bâtiment de bureau, les exigences de la RE 2020 sont pour 2022-2025 un bilan carbone de 980 kg de CO2 par mètre carré construit, mètre carré de plancher construit. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que vous allez avoir pour ces bâtiments globalement une valeur du gros œuvre qui est de l'ordre de 200 kg de CO2 par mètre carré. Donc, le gros œuvre va peser 1/5 du poids carbone de ce bâtiment. Alors, je vous l'ai redétaillé sur la slide suivante. Voilà. Donc, on a fait une étude comparative entre un bâtiment R+7, si je ne m'abuse, imaginé et conçu en béton. Et on a fait faire le même exercice à un autre bureau d'études qui, lui, a conçu le bâtiment en acier, en retenant des trames différentes pour les deux bâtiments. Et en fait, en prenant en compte cette structure acier optimisé associé à un acier bas carbone, on a la possibilité en fait de réduire très fortement, presque de moitié, le poids carbone du lot gros œuvre du bâtiment de bureau, et ce qui va correspondre à l'extrême à 90 kg de CO2 par mètre carré gagné, sachant que, encore une fois, l'objectif global de la RE 2020 aujourd'hui, c'est 980 kg CO2 par mètre carré. Donc, aujourd'hui, en fait, on a des outils et des produits et des matériaux qui vous permettent de gagner assez facilement une cinquantaine de kilos de CO2 par mètre carré. Je serais tenté de vous dire simplement en substituant des aciers classiques, les remplacer par des aciers X-Carb. Et si vous voulez optimiser encore le dimensionnement de votre projet et remanier peut-être plus profondément l'ouvrage, vous pourriez atteindre 90 kg de CO2 gagnés par mètre carré. Alors, pour conclure, je vous ai cité quelques exemples de réalisation ou de première livraison.
Donc, en Europe, on a tout d'abord livré un terminal de pêche avec des pales planches en acier X-Carb. Ces pales planches EcoSheet Piles, elles affichaient un bilan CO2 de 390 kg de CO2 par tonne d'acier. On a réalisé au Luxembourg déjà la plus longue passerelle piétonne d'Europe en justifiant le bilan carbone du projet à l'aide d'EPD. Encore une fois, il n'y a de FDES que pour le marché français. Et justement en France, nous avons fait les premières livraisons d'ouvrages en acier X-Carb avec un mur anti-bruit en Bourgogne, dont les profils sont livrés en acier X-Carb, et la livraison de premières tonnes d'acier sur le cours Suzanne Langlaine au stade Roland-Garros, commandé pour le projet de la Solideo qui utilisera un des cours de Roland-Garros pour accueillir l'épreuve de boxe des JO 2024. Voilà, écoutez, ma présentation est terminée. Je vous remercie de votre attention et je laisse la place à vos questions. Merci Francis, merci Patrick. Donc, on a déjà quelques questions. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. La première question, comme elles viennent dans l'ordre, c'était dans ta partie, Patrick. Donc, dans le plan de décarbonation d'ArcelorMittal, tu as parlé d'innovation dans le cadre de DRI-EAF, alors que la technologie existe. Quel est l'aspect innovant qui va apparaître dans ces technologies qui, en partie, sont déjà existantes? Alors, je vais effectivement répondre. Aujourd'hui, l'innovation pour donc le processus de réduction directe puis arc électrique va résider dans l'extension de la gamme des produits que l'on va devoir être capable de faire avec ce procédé. Alors, je vais prendre un exemple français. Nous avons décidé il y a quelques mois d'investir massivement à Dunkerque sur les aciers électriques pour fournir des aciers pour les moteurs de voitures électriques, mais plus généralement, je dirais, pour tout ce qui est électrification de l'industrie. Aujourd'hui, il n'existe pas de ce qu'on appelle une route métallurgique, c'est-à-dire un processus mis au point utilisant le processus de réduction directe plus l'acier électrique pour ce type d'acier électrique très particulier, ce qu'on appelle les grains orientés, les grains non orientés. Donc, nous avons en accompagnement d'une technologie qui, effectivement, à la base est assez mature, tout un programme d'innovation et de mise au point de grades d'acier avec cette filière. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons prévu dans le plan de développement donc global autour de cette filière DRI plus de 300 coulées d'essais donc en laboratoire au cours des 2 prochaines années. Donc, si vous faites le calcul, c'est à peu près une coulée tous les 3 jours, même un peu moins de 3 jours, de façon à avoir effectivement la mise au point d'acier pour l'industrie, pour l'automobile, pour l'emballage, éventuellement quelques aciers pour la construction ou pour les maillages, par exemple, qui aujourd'hui n'existent pas dans la filière de réduction directe et qui sont traditionnellement fabriqués avec la filière au fourneau. Donc, il y a effectivement une vraie innovation et un vrai plan de développement qui accompagne ce changement de technologie. Ok, merci Patrick. Donc, la question suivante, je pense qu'elle est encore pour toi. Est-ce que vos produits destinés à la construction dans le bâtiment sont soumis à la responsabilité élargie des producteurs? Alors, la responsabilité élargie des producteurs, telle qu'elle a été mise en place en France, s'applique à ce qu'on appelle les metteurs en marché. Nous sommes fabricants de produits sidérurgistes.
Vous l'avez compris, notre produit a la forme d'une bobine en ce qui concerne les produits plats. Et donc, nous ne sommes pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. En revanche, nos clients qui sont des transformateurs et qui, eux, fabriquent les produits de construction, que ce soit des profils, des panneaux, des portes, voilà, etc., eux sont soumis à cette responsabilité élargie du producteur. Alors, et encore une petite dernière pour toi, Patrick, et puis je pense qu'après, ça passera plus chez Francis. Est-ce qu'il est possible d'avoir accès à des aciers X-Carb pour des applications autres que la construction? Par Oui, exemple, pour l'application de machines spéciales pour oui. l'industrie. Alors, Voilà. en fait, notre raisonnement sur les aciers X-Carb et RRP, c'est un raisonnement de famille de grades d'acier. Donc, aujourd'hui, il y a des aciers structurels qui sont, on a cité des S355 dans l'exposé de Francis, par exemple, qui sont effectivement fabricables, si je puis dire, en filière X-Carb, RRP. Donc, les usages derrière peuvent être dans la mécanique, peuvent être dans l'industrie générale, etc., etc. Même chose pour des aciers pour emboutissage, même chose pour des aciers à très haute limite d'élasticité. Donc, en fait, on a déjà une gamme de grades d'acier élargie qui permet de répondre aux sollicitations. Moi, si vous avez une demande particulière, je vous propose de vous rapprocher de nos réseaux de vente pour aller plus loin dans la spécification. Et là, on pourra apporter une réponse très précise. Ok, merci Patrick. De la même manière, pour compléter, on a déjà des demandes, notamment dans la construction et la mécanique, pour la fourniture d'acier X-Carb en formant des châssis de machines. Voilà. Et ces châssis de machines vont faire partie d'un ensemble qui est vendu avec une exigence environnementale ou un bilan carbone. Alors, ça va être le cas peut-être de chaufferie ou d'éléments comme ça, où on a déjà des exigences qui ne sont pas celles de la RE 2020 expressément, mais de répondre à d'autres types de certifications de fabricants ou d'autres circuits de certification. Je vais juste rajouter un mot, parce qu'on a parlé produits plats entre guillemets à base de bobines. Nous sommes en train de travailler à la mise au point d'une filière X-Carb dite RRP pour les plaques. Donc ça, c'est juste le début. Dans un certain nombre d'industries, nous sommes sollicités. Et donc, on va aussi vers la mise au point d'acier à faible empreinte carbone pour les plaques et donc, par conséquent, éventuellement pour le génie civil de type ouvrage d'art. Bon, Patrick, j'en ai encore une petite pour toi, une petite dernière. Est-ce que pour les X-Carb, pour les aciers X-Carb, est-ce que l'empreinte carbone du minerai et de son transport sont inclus? Alors, oui, sauf que dans nos aciers X-Carb, il n'y a quasiment pas de minerai, puisque notre filière Sestao, elle est à base de ferraille collectée, donc avec une zone de chalandise qui est proche de l'usine, on va dire ça comme ça. Mais oui, dans toutes les analyses et la mise au point des EPD, le transport des matières premières est inclus dans l'analyse, absolument. Absolument. Alors, c'est plus du côté de Francis, sur la partie que Francis a pas présentée. Euh, Quel est le délai de commande d'approvisionnement pour des poteaux HD 400 en iStar 460? Car nous nous heurtons souvent à des entreprises qui variantent au motif des délais d'approvisionnement. Alors, les délais d'approvisionnement des profils HD et d'un certain nombre d'autres profils qui ne sont pas en stock chez les négociants. On va dire qu'on va faire un grand paquet. Ce sont des délais de laminage. Et donc, les ordres de grandeur sont de 2 mois, 1 à 2 mois. Par contre, et c'est ça le point peut-être clé, c'est que l'amélioration des délais
de livraison de ces aciers, elle passe par une anticipation de la demande. Donc, on a un certain nombre de clients ou de maîtres d'ouvrage, ce n'est pas toujours notre client à nous, qui nous font des demandes préalables au moment de l'appel d'offres ou au moment de la conception du bâtiment ou de l'ouvrage d'art pour connaître les dispos éventuels, les délais et également les plages de fabrication. Donc, ça nous permet de nous préinscrire ou de pré-réserver un créneau de fabrication dont se saisira le titulaire du marché parfois et permettra d'améliorer sensiblement le délai ou, à défaut d'améliorer le délai, en fait, de mieux se glisser dans le planning du chantier. Maintenant, s'agissant d'un acier X-Carb, il y aura un délai supplémentaire de l'ordre d'1 semaine si vous retenez un acier X-Carb par rapport à un acier non X-Carb, compte tenu d'un processus de certification un petit peu plus long, mais l'incidence reste très faible au regard habituel du délai de laminage. Sur ces Oui. sujets-là, vous pouvez très clairement m'utiliser comme interlocuteur pour identifier les délais ou les disponibilités éventuelles, ou éventuellement, et ça se fait parfois, de marier les laminages ou les approvisionnements d'un chantier avec un autre, parce qu'il y a des demandes conjointes sur une même section et qu'on va pouvoir profiter d'un laminage ou d'une précommande d'un chantier pour un autre. Ok, merci. Alors, une question qui devait arriver, hein. Remplacer les aciers standards par des aciers X-Carb, oui, mais à quel prix? Alors, pour ce qui est des aciers, des poutrelles, sensiblement, les surcoûts sont de l'ordre de 7 centimes par kilo, 70 € la tonne. Donc, au regard des prix d'acier actuels, et là, on parle du prix matière, hein. Donc, aujourd'hui, ce qu'on affiche, ou ce qu'on retrouve, en fait, c'est des surcoûts du lot charpente fourni, posé, donc le marché de construction métallique ressort, si tous les aciers sont en acier X-Carb, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui dans la pratique, des surcoûts de l'ordre de 2%, 2-3% du surcoût pour l'ensemble des aciers qui passeraient en X-Carb. Aujourd'hui, les premiers chantiers qu'on a réalisés, il y avait 30 à 40% des aciers X-Carb et l'incidence de prix, elle devait être de l'ordre du 1%. Je te laisse répondre, Patrick, pour les… Oui, je vais donner une réponse pour la partie produit plat. On a fait un certain nombre d'évaluations, y compris avec certains clients. L'impact pour un profil de bardage ou un profil de couverture, hein, c'est 1 € du mètre carré sur le prix de la fourniture. Alors, Francis, une question plus pour toi. Je t'avoue que par rapport au slide 28, je ne sais pas si tu as tes documents devant toi. Est-ce que vous faites référence à l'unité fonctionnelle des FDES? Pardon, redis-moi, excuse-moi, je n'ai pas… En slide 28, est-ce que vous faites référence à l'unité fonctionnelle des FDES? Je ne sais pas si c'est assez formulé, je ne sais pas élaborer plus que ça. Je n'ai que ça. Donc, attends, bah alors ce qu'on va faire, c'est la question, en espérant que la personne est toujours dans le webinaire, si cette personne pouvait reformuler la question peut-être ou la repréciser, et je la retrouverai dans la liste à la fin des questions. Peut-être si on affiche le slide 28, on va tout de suite aussi identifier le sujet. Là, je suis là, en slide 28. Oui. Voilà. Je ne sais pas trop ce qu'est l'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle, c'est le kilo c'est le kilo de poutrelle, où je pense dans le cas du béton, ça doit être le kilo de béton ramené à la conception d'un poteau, hein, j'imagine.
Mais en ce qui nous concerne, effectivement, l'unité fonctionnelle, c'est le kilo d'acier mis en œuvre. On a dû effectivement comparer pour le béton le cubage du poteau, associer une valeur ramenée au mètre cube de béton plus une valeur de CO2 pour les armatures constituant le poteau, armant le poteau béton. Et on a comparé cette valeur globale, on va dire, du poteau béton aux différentes valeurs prises en compte suivant le mode de fabrication ou de conception du poteau, soit avec un produit plat PRS ou bien une poutrelle avec des nuances d'acier variables. Donc ici, on aura une poutrelle en HD certainement, en iStar 460. Et la valeur associée à cet acier est comparée effectivement à la valeur globale acier-béton pour le poteau initial béton. J'espère avoir répondu à la question. Okay. Oui. À défaut, je répondrai par mail. Si cette personne, après, souhaite nous contacter, si elle veut plus de compléments d'informations, voilà. À ce moment-là, de toute façon, vous recevrez les coordonnées des deux interlocuteurs, donc de Patrick et de Francis. N'hésitez pas à leur envoyer un email, ils feront un plaisir de vous répondre. Et on joindra aussi je crois, Pascal, on joindra la FDES publiée en septembre. Ouais. OK, on va avancer sur les dernières questions. Donc, quand peut-on espérer de l'acier issu des DRI? Donc, ça revient à la question sur l'implémentation des DRI. Alors, la réponse ne va pas être 100% satisfaisante, hein, je le dis tout de suite. Décision imminente, des premiers investissements en DRI. Vous avez peut-être lu dans la presse qu'il y a un certain nombre de négociations en cours avec les gouvernements, donc le gouvernement français d'une part, et avec la Commission de Bruxelles de l'autre, pour qu'il y ait une partie de ce plan de décarbonation qui soit subventionnée dans le cadre des grands programmes européens. Donc, aujourd'hui, nos plans sont prêts. Je peux vous dire qu'un certain nombre de travaux préparatoires, par exemple, dans certaines usines, comme de libérer l'espace, etc., ont déjà été entrepris depuis quelques mois. Nous sommes suspendus, mais véritablement suspendus, aux décisions de la Commission européenne d'accorder les dites subventions. Donc, si nous avons une bonne nouvelle, je dirais, dans les prochaines semaines, et je pense qu'au niveau du groupe, c'est ce que nous espérons, les premières productions de DRI sont prévues pour fin 2025, début 2024. Début 2026, pardon. Donc, c'est court. Voilà, on en est là. Nos plans d'investissement sont prêts. Il suffit que la Commission européenne nous donne son OK sur les fonds de subvention que nous pourrons obtenir. Alors et après, ça va s'échelonner, hein, évidemment. D'accord. Notre plan concerne toutes les grandes usines européennes. Donc, pour ce qui concerne la France, Dunkerque et Fos, pour ce qui concerne la Belgique, Gand, l'Allemagne, Bremen et Eisenhüttenstadt, Avilés en Espagne, Cracow en Pologne. Vous voyez, c'est tout à fait gigantesque. Donc, notre horizon, fin 2025, début 2026. Ah, voilà, donc je pense qu'on récupère Patrick et Francis. Donc, je ne sais pas si ça a coupé de votre côté. Non, non, moi, j'entendais parfaitement. OK, donc désolé. Vous m'entendez, Patrick et Francis? Oui, tout à fait. Ah, ben, moi, petit problème réseau, donc ça s'est un peu figé de mon côté, donc je ne sais pas si on nous entendait. Alors, on va encore prendre deux questions, vu que le délai
du webinaire est un peu dépassé. Francis, est-ce que tu pourrais réexpliquer les délais par rapport à la RE 2020, puisque il y avait une question sur le fait que pour 2025, ça serait 980 kg de... Ouais, les échéances. Donc, en Ouais. fait, la RE 2020, elle définit des paliers maximum, bilan CO2 ramené au mètre carré pour les différentes typologies de bâtiments. Alors, je n'ai pas toutes les valeurs en tête. Donc, encore une fois, pour les bureaux, aujourd'hui jusqu'en 2025, si je ne m'abuse, c'est 980 kg CO2 par mètre carré. En 2025, le palier va être réduit. Je crois qu'on va être proche de 700 kg CO2 par mètre carré. Il y a une autre échéance à 2028 et une dernière à 2030, je crois, qui devrait être autour de 600 kg CO2 par mètre carré. Pour les bâtiments résidentiels, c'est d'autres valeurs. Pour les lycées-collèges, c'est encore d'autres valeurs. Toutes ces valeurs, en fait, elles sont publiées sur le site du ministère de l'Environnement, si je ne m'abuse. Donc, la personne qui pose la question me fait un petit mail et puis je renverrai, si besoin, vers le lien en ligne et le tableau en fait récapitulatif de toutes ces valeurs en ligne. Mais en tout cas, les échéances, je crois que c'est des paliers tous les 3 ans, des évolutions tous les 3 ans, et on a déjà des promoteurs qui nous demandent de respecter les échéances de 2025 ou 2028, parce que les programmes qu'ils lancent aujourd'hui en conception, ils ne seront livrés qu'entre 2025 et 2028. Donc, ils se positionnent déjà sur ces valeurs-là. Ok, nous allons prendre une dernière question. Ce sera pour toi, Patrick, et puis nous conclurons. C'est plus encore à nouveau lié au DRI. Comment résoudre le problème pour la fourniture d'électricité et d'hydrogène pour la production de DRI? Très bonne question, évidemment. Et ben, ça fait partie aussi des négociations en cours avec les gouvernements. Alors, et d'une part, et d'autre part, ça fait partie des initiatives du plan d'innovation, du fonds d'innovation XCARB, tel que je l'ai mentionné au début. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une initiative commune avec un fournisseur d'électricité en Espagne, de façon à mettre en place une filière hydrogène dans la région d'Avilés, hein, où nous avons notre usine, afin d'avoir effectivement une ressource en hydrogène vert, qui puisse alimenter nos futures usines. Il est évident que dans un certain nombre de pays, il va y avoir un véritable challenge sur la fourniture de l'hydrogène vert. Il y a des initiatives qui ont démarré. Il y a aussi la relance, je pense à la France, du plan de décarbonation autour du nucléaire. Alors, on peut discuter sur l'énergie nucléaire, mais c'est une énergie décarbonée. Et donc, par exemple, le plan d'investissement à Gravelines, donc à côté de Dunkerque, prévoit qu'en accompagnement de la relance du programme nucléaire sur Gravelines, il y ait des installations de production d'électrolyse d'hydrogène vert, dont une large part, il faut bien le dire, servirait à alimenter notre usine de Dunkerque. Donc tout ça est en cours d'élaboration. C'est vrai que c'est une partie du plan de décarbonation que nous ne maîtrisons pas totalement. C'est pour cela que nous avons 2 étapes, hein. Une première étape maîtrisée qui est réduction directe plus gaz naturel, les moins 65% que j'ai évoqué au tout début. Et puis une deuxième étape qui va être effectivement au fur et à mesure de la montée en puissance de la production d'hydrogène verte, d'être capable d'injecter finalement ce nouveau carburant, il faut quand même l'appeler comme ça, dans nos installations dans le futur. Donc, ça va se faire petit à petit. Je pense que dès qu'on va avoir du DRI en 2026, on va être capable d'alimenter un peu d'hydrogène
Et l'objectif, c'est effectivement de grandir dans notre plan de décarbonation. Et vous l'avez bien compris, c'est un plan qui va bien au-delà de 2030, puisque l'objectif final, c'est 2050. Mais c'est un vrai challenge, c'est exact. Ok, merci. Merci Patrick, merci à tous les deux donc, pour votre intervention, vos explications. Donc malheureusement, oui, il reste facilement une grosse dizaine de questions. Ça prendrait beaucoup trop de temps d'y répondre, hein. On a déjà dépassé de 10 minutes le temps du webinaire. Donc vous voyez à l'écran les adresses email de Patrick et de Francis, qui vous seront également rappelées dans l'email qui vous sera envoyé. Et comme l'a mentionné Francis, on vous mettra le lien vers la FDES, comme ça vous pourrez l'avoir à disposition. N'hésitez pas à nous recontacter et nous vous remercions pour votre participation. Passez une bonne après-midi et bon appétit. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.